Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2957 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 6 juin avec des anniversaires. On peut voir par exemple que l'Algérien Ryan Aït-Nouri, défenseur gauche du côté de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui joue son premier match de préparation pour jouer bien sûr l'Euro. C'est un France-Luxembourg et l'équipe de France sans souci s'est imposée 3-0. Randal Kolo Muani, Jonathan Klaus et Kylian Mbappé ont été les trois buteurs côté français. Donc c'est vrai que le Luxembourg, les gars, c'est une équipe quand même très faible. Mais bon, voilà, il faut faire ce genre de match, des matchs de préparation. C'est que tu vas pas faire un France-Allemagne quelques jours avant l'Euro, alors que tu peux potentiellement affronter bien sûr cette équipe, une grosse équipe, peut-être en huitième, en quart. Donc c'est pour ça souvent les matchs amicaux, on va dire les matchs juste avant une grande compétition, c'est souvent qu'on a des petites équipes. Donc là, voilà, Luxembourg, ça a été faible. Voilà, seulement 3 tirs pour le Luxembourg, une frappe cadrée. Seulement, alors que côté français, c'est plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Donc voilà, logiquement, l'équipe de France s'est imposée. Ils ont fait le minimum. À noter quand même qu'il y avait toujours 0-0 à la 42e minute de jeu. Ils ont quand même galéré à marquer ce premier but. Bon, après, voilà. Puis après, voilà, ça a enchaîné, on va dire, les buts avec 2 autres buts en seconde période. Et surtout, c'est une victoire sérieuse parce que l'équipe de France aurait pu montrer un mauvais visage malgré qu'en face, c'était très faible. Ils ont montré comme un très beau visage. Ils ont même pu marquer plus de buts. Donc voilà. Bon, maintenant, on attend de voir. Par exemple contre le Canada déjà dimanche soir où ça sera un petit peu plus relevé, puis après contre l'Autriche où là aussi ça sera encore plus élevé, surtout là ça sera le premier match officiel bien sûr vu que ça sera la première journée de l'Euro et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc tout est une question d'envie et voilà, sur courant alternatif les Bleus ont fini par s'imposer largement en mettant plus d'un an dans leur réaction en deuxième mi-temps. Dimanche ils disputeront face au Canada un dernier match amical avant le début de l'Euro. Ça sera un France-Autriche, je crois que c'est le 16, on est le 6, c'est dans 10 jours, jour pour jour, le premier match des Bleus. N'oubliez pas que l'Euro commencera maintenant dans 8 jours, jour pour jour, avec un Allemagne-Écosse. Mais voilà, concernant les Français, c'est dans 10 jours et voilà, belle victoire. On va parler de l'homme du match, c'est Mbappé, les gars, il nous a fait un très très bon match. On ne l'avait jamais vu aussi heureux, c'est vrai que, voilà, souriant, on a l'impression vraiment que le poids de son transfert du côté du Real Madrid, c'est tombé, les gars. Maintenant, il est officiellement un joueur du Real. On a l'impression qu'il joue libéré. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti hier. Bon, c'est vrai qu'en face, c'était pas non plus top niveau. Mais voilà, il a quand même fait son match, Kylian Mbappé. Il a sorti un gros match sur les 3 buts de l'équipe de France. 3 fois décisif. Passeur D sur le premier but de Randal Kolo Muani. Passeur D sur la frappe. Bon, c'est Jonathan Klaus qui fait tout, mais c'est lui qui fait la passe juste avant. Donc, ça fait une passe D. Et buteur sur le troisième but des Bleus sur une passe de Bradley Barcola. Donc, décisif sur 3 buts à Kylian Mbappé. Donc, voilà, même si j'ai pas vu c'était lui ou non l'homme du match, je pense qu'il a été élu homme du match en étant décisif sur les 3 buts. Donc une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un très bon match de la part de Kylian Mbappé. Et par rapport au classement des meilleurs passeurs de l'histoire de l'équipe de France, il est très proche d'égaler le recordman qui est Antoine Griezmann avec 30 passes D, parce qu'hier il a délivré 2 passes D Mbappé, donc sa 28e et 29e passe décisive. Donc voilà, la prochaine passe D, mais il reviendra sur Griezmann et encore 2 passes D et sera le meilleur passeur de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'aussi il est très bien classé dans le classement des meilleurs buteurs. Donc voilà, d'ici je pense 1 ou 2 ans les gars, voilà, Mbappé sera meilleur buteur, meilleur passeur, et peut-être à la fin de sa carrière en bleu les gars il va avoir des stats complètement folles du côté de l'équipe de France. C'est une stat assez dingue aussi sur Kylian cette fois-ci par rapport au classement buteur, tout ça, et parce qu'il a marqué un but hier. Et Mbappé est devenu le premier joueur européen à inscrire 47 buts, déjà 47 buts en équipe de France, avant l'âge de 26 ans depuis Sandor Kocic, je sais pas trop comment ça se dit, c'était un ancien joueur hongrois en 1955. Bon, il fait encore mieux par exemple que Cristiano Ronaldo, parce que 47 buts à moins de 26 ans en Europe, pour un joueur européen, c'était plus arrivé depuis 80 ans. Kylian Mbappé est en train de réaliser cette performance XXL. Il vous a dit qu'il était libéré, c'est vrai qu'il l'avait dit, libéré, soulagé, il avait dit ça, ces mots-là en conférence de presse. C'est avant-hier, avant de jouer bien sûr contre le Luxembourg, que comme j'ai dit tout à l'heure, son poids du transfert, maintenant c'est fini, maintenant on sait que c'est officiel, donc il n'a plus à soucier de ça et ça se ressent bien sûr dans ses performances, enfin dans sa performance hier. Maintenant on espère que ça sera la même chose pour l'Euro. Et son nouveau club, le Real Madrid, vu que maintenant c'est un joueur officiellement du Real Madrid, ils ont mis une petite photo de Kylian avec bien sûr la victoire de l'équipe de France. Kamavinga a également joué, donc c'était un match amical. Donc Tchouaméni n'a pas joué parce que Tchouaméni était forfait pour le match, on espère qu'il soit disponible pour la première journée contre l'Autriche. Mais voilà, Mbappé en tête d'affiche sur le Twitter officiel bien sûr du Real Madrid. Et Mbappé a réagi les gars en mettant un petit cœur blanc.
confiant. Par rapport bien sûr à son nouveau club. Et Deschamps tient sur Kylian Mbappé, un formidable leader, sa tête et son corps n'étaient pas habitués à peu jouer, il manquait un peu de jus mais il s'est mis dans la tête qu'il allait tout faire, ça a été un bon exemple toute la semaine. C'est vrai que ces derniers temps il a très peu joué, bon il avait joué la finale de Coupe de France contre l'équipe de Lyon, mais les 2 matchs avant avec le PSG, ça avait été je crois contre Metz la dernière journée de Ligue 1, puis il y avait un match en retard, souvenez-vous, contre Nice, il n'avait même pas été dans le groupe, donc c'est pour ça qu'il y a quand même très peu joué depuis son annonce, c'était en février dernier, de son départ en fin de saison. Et c'est vrai qu'il manquait un peu de jus, l'impression Deschamps. Puis voilà, quand même, il a fait quand même une très belle performance hier. N'oubliez pas que c'est quand même le capitaine des Bleus, donc il doit bien sûr montrer l'exemple. Kylian Mbappé. Et Mbappé, hier, donc il a célébré son but en fin de match en rendant hommage à son oncle décédé la semaine dernière, un repose en paix. Tonton, donc voilà en gros pourquoi il a levé son maillot pour montrer son tonton décédé, donc voilà, on envoie beaucoup de force bien sûr à sa famille, et toujours avec lui, et ça aussi, bon ça c'est une photo plutôt marrante, pas mal la synchronisation du panneau publicitaire avec Kylian Mbappé, bon, on l'a vu directement en direct pour ceux qui ont suivi le match, et c'est vrai qu'à coup il était à terre, puis derrière un panneau publicitaire, je sais pas du tout c'est quoi la pub. Une personne, les gars, il était par terre aussi, peu l'impression, je regarde Kylian Mbappé, c'est vrai que, regardez, quand même c'est plutôt marrant, plutôt rigolo, on va dire. Donc voilà, pour finir avec Kylian. On va parler cette fois-ci de Bradley Barcola parce que hier, il a joué pour la première fois avec l'équipe de France A. Première sélection, donc il est entré en jeu, regardez, à la 81e minute de jeu. Et 4 minutes après, première passe D, il fait la passe D sur le but de Kylian Mbappé, il prend le ballon, il avance, puis il fait une magnifique passe D où Mbappé a pu la mettre au fond. Donc félicitations bien sûr à Bradley Barcola, il a dit c'est une fierté, j'attendais beaucoup ce match, à pouvoir montrer ce que je sais faire, j'ai tout donné, je suis content, ce maillot c'est vraiment une grande fierté. En plus, mes parents sont là, c'est vraiment top. Donc, une première réussie dans l'espace de 10 minutes qu'il a pu jouer, déjà décisif, Bradley Barcola. Donc, je ne sais pas après s'il aura un statut de titulaire, ça m'étonnerait, il vient juste d'arriver en équipe de France. Mais ça sera un joueur qui sera très utile en rentrant en cours de jeu. Puis après, vraiment, s'il est bon, peut-être qu'il arrivera à accrocher une place de titulaire au fil de la compétition lors de l'Euro. Enfin, on espère que si la France va loin. Mais vraiment une première réussite pour Bradley Barcola, on est très content de lui. On va parler de Randal Kolo Muani. On sait que du côté du PSG, ça a été un flop total. Il faut prendre ce mot, flop. Mais en équipe de France, c'est plutôt correct. Donc, revue sous le maillot de l'équipe de France. Donc déjà, hier, pour ceux qui ont regardé le match, déjà, premier ballon, il doit faire un contrôle tout simple. Il foire totalement son contrôle, ça va en touche direct, on se dit oula, il va encore nous refaire un match catastrophique. Non, après il est rentré dans son match, il a fait un match très correct avec un but, et quand même il a marqué 3 buts sur ses 4 derniers matchs avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani, donc des stats bien sûr très correctes, et son 4e but en bleu pour Randal Kolo Muani depuis le début de sa carrière en 16 sélections. Le bilan est plus qu'honorable, c'est vrai qu'avec le PSG, il a très déçu, mais en équipe de France, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc on espère maintenant qu'il soit à la hauteur, bien sûr, des matchs de l'équipe de France pour l'Euro, parce qu'il a joué hier, c'était Luxembourg, mais je ne sais pas si par exemple contre l'Autriche, première journée, où ça sera le match officiel, s'il sera titulaire, ça m'étonnerait. Je pense que Dembélé sera bien sûr le joueur qui jouera au poste d'ailier droit. Et Kolo Muani, après ce nouveau but, donc il a dit comment expliquer ma réussite en bleu par rapport au PSG. Je pense que la confiance du coach fait partie de mon temps de jeu. J'espère que ça va continuer ainsi. Bon, on espère, bien sûr, on espère que moi j'espère me tromper, qu'il fasse vraiment un gros Euro, parce que déjà je comprenais déjà pas pourquoi il était dans la liste par rapport à des joueurs comme Lacazette qui ont fait une grosse saison, Ben Yedder qui ont beaucoup plus marqué que lui. Après, ça lui m'assure de faire mentir tout le monde, bien sûr, et qu'il nous fasse un gros Euro. Et tout le monde, bien sûr, serait content. On va parler aussi d'N'Golo Kanté, parce que Kanté, c'était le retour. Donc, il n'avait plus joué avec les Bleus depuis 733 jours exactement. La dernière fois qu'il avait joué une titularisation, les gars, c'était le 3 juin 2022. On est en juin 2024, donc il y a 2 ans. Donc voilà, il nous a fait un match, un très gros match. Bon, c'est vrai qu'en face, je le répète les gars, c'est Luxembourg. C'est une équipe quand même très faible. N'oubliez pas que le Luxembourg, le Portugal avait passé à 9-0 il y a quelques mois à cette équipe. La France en a mis que 3 entre guillemets. Mais voilà, quand même, il a fait son match, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faudra voir par exemple contre une grande nation, je ne sais pas, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, alors d'un match vraiment officiel, voir vraiment ce que ça vaut encore N'Golo Kanté. Mais le match qu'il a fait hier, bien sûr, ça a été très très correct. Donc il continue comme ça, bien sûr. Kanté. Et Kanté est devenu hier soir le 2e joueur à porter le maillot des Bleus en évoluant dans un club hors Europe. Le premier, ça a été André-Pierre Gignac qui évoluait au Mexique. Il avait joué avec l'équipe de France A. Et voilà, Kanté, qui ne joue pas en Europe, est le 2e joueur. Voilà, en gros, avoir cette stat-là. On va parler aussi d'Olivier Giroud,
qui a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu, dommage il n'a pas réussi à... Bon après il y a eu très peu d'occasions, hein, vu qu'il a joué que quelques minutes en fin de rencontre, hein. Mais record pour lui, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devient aussi le plus vieux joueur de l'histoire de l'équipe de France, à 37 ans et 249 jours, jamais un joueur de l'équipe de France avait joué sous le maillot des Bleus en étant aussi âgé. Et ben, Olivier Giroud a ce record, hein. Plus il va jouer là dans les prochains jours, hein, plus son record bien sûr sera vieux, on peut dire, hein, vu qu'il va prendre de l'âge, hein. Et la longévité incroyable d'Olivier Giroud, hein, donc 12 ans, 6 mois et 24 jours se sont écoulés entre sa première sélection le 11 novembre 2011, hein, la première fois qu'il a joué avec les Bleus, et la dernière là, le 5 juin 2024. Et comme j'ai dit, hein, de toute façon là l'Euro ça sera sa dernière compétition. Après par exemple en septembre quand tu auras le prochain rassemblement là, ça sera fini, hein, parce que là il est parti au Los Angeles. Même Deschamps il avait dit que c'était la dernière fois qu'il allait jouer, tout ça. Donc mais voilà, hein, quand même 12 ans, 6 mois entre sa première et sa dernière sélection, hein, c'est quand même incroyable bien sûr la longévité d'Olivier Giroud. On va parler de Jonathan Klaus, il nous a marqué un sublime but, un Klaus, donc son deuxième but en bleu pour le Marseillais, vraiment sublime but sur une passe débonde d'Mbappé qui fait juste la passe et lui vraiment envoie un gros missile en pleine lucarne, hein. Et à la fin du match, il était interviewé par les journalistes de TF1 et il a dit, hein, par rapport à un départ de l'OM, c'est totalement envisageable. Il a dit oui, un départ de l'OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte, si lui il trouve une équipe bien pour lui. Si Marseille récupère un beau chèque, bah, il partira. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité et on va prendre la meilleure décision. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de chances, hein, que Jonathan Klaus quitte l'Olympique de Marseille sur ce mercato estival. Et toujours tiens avec Klaus, et ça aussi c'est plutôt marrant, donc le faille de TF1 qui pensait être en train de filmer la maman de Jonathan Klaus, hein, donc là il était avec Lizarazu et il disait, hein, donc vous pouvez nous dire qui c'est. Là il filmait, enfin TF1 il filmait une femme en gros. Klaus il a dit j'ai aucune idée, parce qu'en gros TF1 pensait que c'était sa mère, mais pas du tout les gars, c'était pas du tout sa mère, donc il a dit je connais pas cette personne. Donc voilà, TF1 là, ils sont totalement trompés sur ça. Toujours sur ce match, on va parler du sélectionneur du Luxembourg, mais pas que le Luxembourg n'est pas qualifié, hein, pour l'Euro. Donc sur Deschamps, il a dit, hein, pour moi la France est le grand favori de l'Euro, pas juste parce que vous avez les meilleurs joueurs, je pense que vous avez aussi le meilleur entraîneur, en la personne de Didier Deschamps. Et Deschamps les gars, imaginez si ça floppe, on n'espère pas, c'est qu'il a déjà floppé lors du dernier Euro en 8e de finale. Mais là vraiment de nouveau si ça floppe, Philippe Diallo, le président de la FFF, hein, sur l'avenir de Deschamps après l'Euro, Deschamps menacé sans demi-finale parce que l'objectif, hein, pour l'équipe de France, les gars, c'est une demi-finale. Voilà, Coupe du Monde, ça a été atteint avec la finale. Donc là, il faut au moins une demi-finale pour entrer dans les standards. Vraiment minimum, un quart, même un huitième, les gars, c'est pas un bon résultat. Donc il a dit Deschamps menacé, il n'y a pas de demi-finale. Non, je ne le crois pas du tout, hein. Déjà parce qu'il a un contrat qui va jusqu'en 2026. Au-delà de ça, on est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau qui plaide pour lui. Donc en gros, même si, enfin c'est ce que dit Diallo, même si l'équipe de France flop, on va dire sort en phase de poule, et ben Deschamps continuera à être le sélectionneur de l'équipe de France, d'après Philippe Diallo. Donc voilà, après on verra bien sûr, hein, si vraiment il y a ce cas-là, on n'espère pas, parce que si de nouveau la France, hein, échoue en 8e par exemple, hein, ce serait quand même une grosse catastrophe, surtout pour une équipe là qui doit mieux faire, hein, on peut dire, lors d'un championnat d'Europe des nations. On continue avec d'autres équipes, hein. On clôture la page équipe de France. L'Espagne qui jouait contre Andorre, hein, donc l'Espagne s'est imposée 5-0. Donc Ayoze qui a marqué son premier but aujourd'hui, Betis, première fois qu'il marque un but, hein, du côté de l'Espagne. Oyarzabal triplé et un but de Ferran Torres. Donc voilà, festival de buts, hein, bien sûr pour l'Espagne contre le voisin de l'Andorre. Donc 21 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts marqués. Donc voilà, donc, ça a été un match à sens unique, hein, pour les Espagnols, et en 20 minutes, hein, Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad, a pu inscrire son triplé. Il y a toujours du côté de l'Espagne et c'est officiel, Luis de la Fuente, le sélectionneur et tout son staff, hein, prolongent leur contrat avec l'équipe nationale espagnole jusqu'en 2026, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ça sera lui le sélectionneur de la sélection espagnole. On va parler de la Belgique aussi, qui joue un match amical hier soir contre le Monténégro, et victoire 2-0 de la Belgique. Kevin De Bruyne à la 44e et Leandro Trossard en toute fin de match. Parfait aussi pour la Belgique, donc également un match pour se préparer contre également une petite nation, à Monténégro. L'Espagne ça a été Andorre, la France ça a été Luxembourg, comme j'ai dit, hein, il n'y a pas de gros match. On va pas voir un Espagne-France les gars, 5 jours de l'Euro. Un match amical, non, parce que cette affiche peut avoir lieu, on peut dire, bien sûr, lors de l'Euro. On ne sait pas comment ça va se passer, hein. Mais bon, la Belgique a déroulé un 20 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts marqués. 8 arrêts quand même du gardien du Monténégro. Et concernant Kevin De Bruyne, buteur, et surtout De Bruyne a joué hier soir son 100e match du côté de la sélection belge, hein. C'est toujours un cap les gars, 100 matchs, je veux dire, vraiment t'es une légende totale. Et Jovetic, un attaquant du Monténégro, le capitaine, hein, donc il lui a offert un maillot du Monténégro avec floqué De Bruyne et 100 par rapport à ses 100 sélections du côté de cette Belgique, hein. Et pour sa 100e, il a été buteur, Kevin De Bruyne. C'est que si on fait son bilan, il a été impliqué comme dans 76 buts en 100 sélections, donc 27 buts dans le but hier, et 49 passes D. Quel joueur, hein, voilà.
légende totale. Est-ce que c'est le plus grand joueur belge de l'histoire? Je ne sais pas, parce qu'il y a hasard, il y a pas mal de joueurs qu'on peut mettre, mais il doit faire partie facilement du top 3, peut-être même top 2, peut-être même top 1 tout simplement. Quel joueur, hein, ce Kevin De Bruyne. Tiens, on va parler de son copain du côté de Manchester City, mais là, on ne parle pas de City, mais plutôt Erling Haaland avec sa sélection Norvège. N'oubliez pas que la Norvège n'est pas qualifiée pour l'Euro, c'est officiel, mais il joue un match amical contre le Kosovo. Et la Norvège s'est imposée 3-0 et Erling Haaland le triplé. Voilà, 3 buts de l'attaquant norvégien. Donc 13 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc voilà, 15e, 70e et 75e minute de jeu. Et triplé pour Haaland ce soir, le 22e triplé quand même de sa carrière. C'est plus que Harry Kane, Kylian Mbappé et Sergio Agüero. Pour montrer aussi quand même les stats incroyables de Erling Haaland. Peut-être juste ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il joue en Norvège. Par exemple, tiens, il avait loupé la Coupe du Monde, il va louper l'Euro. Peut-être qu'il aurait joué dans une autre sélection, je ne sais pas, l'Angleterre. Ça aurait été bien sûr un joueur qui aurait pu remporter des trophées avec son pays, que là ça semble très très compliqué. Regardez, il a déjà du mal à se qualifier, il n'a même pas joué là l'Euro. Donc, mais bon, voilà, c'est quand même un joueur qui est au-dessus du lot du côté de la Norvège. Donc félicitations à lui, et en tout c'est 32 matchs avec la Norvège pour déjà 29 buts et 3 passes D. Les stats sont monstrueuses bien sûr, donc décisif à quasiment tous les matchs on peut dire. Erling Haaland. Il y avait aussi le Danemark contre l'équipe suédoise. Donc le Danemark s'est imposé 2-1 lors de ce match de préparation pour l'Euro. Donc le Danemark qualifié pour l'Euro, je ne sais plus si la Suède ils sont qualifiés ou non. Bon bref, le Danemark s'est imposé 2-1. Donc voilà, concernant tous les résultats qu'il y a eu hier par rapport aux équipes européennes qui jouaient, les matchs amicaux, le programme aujourd'hui, regardez, il y a quelques rencontres. Pays de Galles qui a contre Gibraltar, par exemple Pays-Bas contre le Canada. N'oubliez pas que Pays-Bas est dans le groupe de l'équipe de France et le Canada, bon pas dans le groupe de la France, mais futur adversaire des Français lors du match amical dimanche soir, dernier match avant d'affronter l'Autriche. Donc voilà, concernant les rencontres du jour. On continue toujours en Europe parce qu'il y avait la finale de l'Euro U17 qui s'est jouée hier soir. C'était entre l'Italie U17 et le Portugal U17. Et l'Italie s'est imposée 3-0 lors de cette finale, comme les seniors, les champions d'Europe en titre. N'oubliez pas que l'Italie a gagné bien sûr l'Euro homme masculin, enfin senior en 2021. Donc le U17 ont fait le taf, une victoire 3-0. Bon voilà, 3-0, il n'y a rien à dire. Bon après c'est 3 tirs, c'est 14 tirs, c'est 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Bon le Portugal a eu des frappes aussi, 14 tirs, mais ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et du coup l'Italie remporte cet Euro U17. Félicitations à cette génération dorée du côté de l'Italie. On va parler d'un match aussi pour préparer la Copa América. C'est entre le Mexique et l'Uruguay. Et l'Uruguay a écrasé dans la nuit qui vient de déroulé 4-0 le Mexique. Donc et surtout un joueur, les gars, l'attaquant de Liverpool a été l'homme du match, Darwin Nunez, le triplé pour l'attaquant de Liverpool, et Pellistri a également marqué un but. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'Uruguay. N'oubliez pas que la Copa América commencera quasiment en même temps que l'Euro. Je parlerai bien évidemment de cette compétition quand elle commencera. Donc voilà, félicitations. Et concernant Darwin Nunez, on peut voir qu'il a marqué sur ses 5 derniers matchs 8 buts quand même avec l'Uruguay. Donc un homme en grande forme actuellement, même si on sait que du côté de Liverpool, souvent il floppe. Du côté du Brésil qui vont jouer aussi un match amical dans la nuit prochaine, une nouvelle coupe de cheveux pour Vini Junior. Lui qui a remporté la Ligue des Champions samedi dernier. On peut voir que la nouvelle coupe de cheveux, voilà pour Vini bien sûr, qui sera la grande star de cette Copa América. On va parler du trophée, du tournoi Maurice Revello. Donc malmené par le Mexique au tournoi Maurice Revello, la France a concédé le match nul 2-2 malgré la très bonne entrée de Mathis Ablin, donc le joueur je crois de Nantes. Donc voilà, France 2, Mexique 2. Donc la France avait perdu le premier match contre la Côte d'Ivoire. Donc là en 2 matchs ils ont fait seulement un nul et une défaite. Donc ils démarrent pas du tout bien on peut dire cette compétition. Et la Côte d'Ivoire qui a battu l'équipe de France lors du premier match s'est imposé de nouveau 2-1 contre la Corée. Donc parfait. Donc 2-1 contre la Corée, 2-0 contre l'équipe de France U21. Donc voilà, cette équipe de la Côte d'Ivoire en pleine maîtrise dans ce tournoi Maurice Revello. Donc c'est un tournoi dans le sud de la France, du côté de Marseille. Donc voilà, pour l'instant c'est la Côte d'Ivoire en tête devant l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas que c'est un groupe de 5, donc il y a une équipe qui était exempt. Donc la France 4e. Donc voilà, il va falloir gagner, sinon ça serait déjà élimination tout simplement pour cette équipe. On prend cette fois-ci la direction du continent africain parce qu'il y a aussi des rencontres à parler. Tout d'abord un match hier, la Tunisie qui joue contre la Guinée équatoriale et la Tunisie s'est imposée 1-0 et prend la première place du groupe. Bon, c'était le premier match, donc voilà, 3 matchs, enfin non, c'était pas le premier match mais c'était le premier match là sur cette trêve parce qu'il y avait déjà eu des matchs avant. Donc 3 matchs, 3 victoires pour les Aigles de Carthage. Donc pour l'instant bien parti on va dire. Bon, ils sont encore loin de se qualifier pour la Coupe du Monde.
Voilà, vaut mieux gagner que perdre. Et elles ont fait le taf, une victoire 1-0, on peut voir les statistiques de la partie. Il y avait d'autres rencontres, le Sierra Leone contre Djibouti, victoire de Sierra Leone 2-1. Il y a aussi Centrafrique qui s'est imposé 1-0 contre Tchad. Le Togo contre le Soudan du Sud, 1 partout. Toutes ces rencontres ont eu lieu hier soir. La Namibie contre le Libéria, il y a eu 1 partout. Voilà, déjà il y a eu toutes ces rencontres-là. Mais aujourd'hui, grosse journée les gars. Regardez-moi cette journée pour la qualification pour la future Coupe du Monde avec des énormes matchs. Je vois un Sénégal RDC, je vois Mali-Ghana, je vois un Égypte, Burkina Faso, Algérie, Guinée. Voilà, c'est une grosse journée foot. On parlera bien évidemment de tous ces résultats demain. Voilà, on parle toujours le lendemain, bien sûr, des résultats. Et concernant l'Algérie contre la Guinée, ce soir à 21h, un gros match. Regardez, parce que là, les derniers jours, il y a eu l'entraînement du côté de la sélection algérienne. Et regardez qui est venu. Donc actuellement en Algérie, Karim Benzema s'est rendu à Sidi Moussa pour rendre visite à l'équipe nationale et visiter son centre d'entraînement. Il sera peut-être présent ce soir. Bon, il ne va pas jouer, mais il sera peut-être présent dans les tribunes pour regarder tout simplement la sélection algérienne. Donc voilà quelques photos de Karim Benzema. Tiens, c'était exactement hier, hier mercredi, où il était du côté de la sélection algérienne. Voilà, il a pu rencontrer Bounedjah, il a pu rencontrer Amine Gouiri. Donc voilà, il a même reçu son maillot Benzema numéro 9. Mais pas qu'il aurait pu représenter les couleurs bien sûr de l'Algérie, mais il a représenté les couleurs de l'équipe de France dans le passé. Karim Benzema maintenant qui a pris sa retraite, bien sûr international, il se concentre totalement maintenant sur son club de Al-Ittihad. Et concernant le football africain, parce qu'hier il y avait des grosses infos, on va remettre les choses au clair. Donc la CAN 2025 est reportée en janvier 2026. Peut-être qu'il y en a qui ont vu ça sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Attention les gars, donc déjà c'était l'équipe qui avait dit ça, donc l'équipe c'est plutôt une source fiable. Donc en cause, le calendrier FIFA surchargé à la fin de la saison 2024-2025, parce que la fin de la saison là, prochaine, donc il y aura un gros calendrier, puisqu'en juin et juillet 2025 se tiendra la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que j'ai dit à peu près en 14 juin, donc l'année prochaine il y aura la Coupe du Monde des clubs, une vraie Coupe du Monde. Mais pas avec les pays, mais avec des clubs où il y aura le PSG, il y aura le Real, il y aura Liverpool, il y aura des très grands clubs bien sûr européens. Et en gros, ça va faire un mois de compétition. Et du coup, la CAN qui devait se dérouler en même temps que le calendrier de la Coupe du Monde des clubs. Donc du coup, elle aurait pu être reportée en janvier 2026. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. La CAF, les gars, dément l'information selon laquelle la CAN 2025 sera reportée en janvier 2026. Les informations sur la CAN 2025 sont fausses. Le comité exécutif de la CAF se réunira, délibérera et prendra une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle à ce sujet. Ça se peut que les gars, que ça soit décalé à janvier 2026 pour ne pas être en concurrence avec la Coupe du Monde des clubs. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Mais voilà, une réunion va être faite là. Et dès que la réunion sera faite, ils vont prendre une décision, ceux qui gèrent tout ça. Et voilà, donc ça se peut que ça soit en janvier, mais ça se peut que les dates soient maintenues et que ça se fasse lors de l'été 2025. Ça sera confirmé là très prochainement. On prend la direction aussi de l'Asie, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de matchs du côté de l'Asie, avec les matchs de qualification à la Coupe du Monde dans la zone asiatique, on peut dire. Donc voilà toutes les rencontres. On peut voir l'Arabie Saoudite ira défier le Pakistan, le Japon ira défier l'équipe de Myanmar, ou par exemple, je sais pas, je prends au pif, Chine-Thaïlande aujourd'hui. Donc voilà, on parlera de quelques rencontres bien évidemment demain. Voilà tout ce qu'on avait à dire sur les sélections, tout ça. On continue avec les autres infos, parce qu'il y a tellement d'infos foot tous les jours. Tiens, on revient 5 ans jour pour jour en arrière, et un certain Cristiano Ronaldo inscrivait un triplé face à la Suisse et permettait au Portugal de se hisser en finale de la Ligue des Nations. Donc voilà, c'était en 2019, c'est la première édition. Le Portugal en plus avait gagné cette première édition. Donc voilà, demi-finale, Ronaldo avait fait le festival triplé et le Portugal est allé en finale. On revient un an jour pour jour en arrière. Tiens, on parlait de ce joueur il y a encore quelques instants avec sa visite en Algérie. Il y a un an, jour pour jour, on apprenait que Benzema quittait le Real Madrid et annonçait son nouveau club, l'équipe de Al-Ittihad. Donc c'était le 6 juin 2023 qu'on avait appris officiellement son arrivée dans ce club. Donc voilà, un an après ça, on fait le bilan, c'est vrai qu'on se dit il aurait peut-être dû rester au Real. En plus le Real depuis a gagné une Ligue des Champions. Peut-être Benzema, le gars, aurait peut-être été le grand favori pour de nouveau remporter un ballon d'or. On ne sait pas combien de buts il aurait marqué, tout ça. Bon, après c'est le choix de Karim Benzema. Donc il y a un an il avait rejoint cette équipe. Toujours du côté du Real Madrid, l'ancien club de Benzema, mais lui Modric, toujours là, il devrait bien rester d'après Fabrizio Romano. Il est en fin de contrat dans 24 jours, le 30 juin prochain. Et Modric a signé sa prolongation de contrat d'une saison supplémentaire avec le Real. Pour l'instant, il n'y a encore rien qui a été annoncé officiellement,
Voilà, c'est Fabrizio Romano dit ça, c'est que très prochainement l'annonce officielle de sa prolongation devrait être officielle. Toujours avec le Real Madrid, ça c'est officiel, je l'ai dit hier, hein, c'était normalement hier mercredi que le Real allait dévoiler son nouveau maillot domicile. Bon voilà, c'est fait officiel, là Adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Real Madrid. Hein. Vous lui mettez quelle note sur 10? Bon, je partirai sur un beau 7 sur 10, un beau maillot bien sûr de la part du Real Madrid, comme souvent, blanc, Reflect Better et Adidas de couleur noire, donc voilà, sublime maillot, tiens, porté par Jude Bellingham, par les joueuses aussi hein, de l'équipe féminine hein, du Real Madrid. Donc voilà, ce maillot sera porté bien sûr par Kylian Mbappé saison prochaine. Et pour ceux qui veulent floquer Mbappé, pour l'instant c'est pas possible, hein. Le Real Madrid ne commercialisera pas de maillot floqué Mbappé, parce que là tu peux acheter par exemple le maillot floqué Vini numéro 7, il n'y a pas de souci, mais Mbappé numéro 9 pour l'instant c'est pas possible, hein. Ça sera possible le 1er juillet prochain. Pourquoi? La raison est simple, hein. Le Français est encore en contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024, même si on sait déjà son club parce qu'il a rejoint le Real Madrid, mais vu qu'il n'y a plus de match au PSG, tu peux officialiser, on peut dire, le transfert, hein. Mais il a encore un contrat jusqu'au 30 juin, c'est pour ça qu'il faut attendre au moins après le 30 juin, la fin de son contrat, parce que c'est par rapport au droit d'image tout simplement que le Real Madrid ne peut pas encore utiliser le nom Mbappé, mais dès le 1er juillet, là, le flocage Mbappé numéro 9 hein, sera bien sûr disponible. Toujours du côté du Real Madrid, et c'est officiel, Jude Bellingham est élu par les supporters du Real Madrid meilleur joueur de la saison. Donc déjà lui, il a reçu le prix meilleur joueur de la Liga, là, voté par les journalistes, tout ça, le vrai prix. Et ça, c'est les fans qui ont voté. Et c'est Jude Bellingham également qui a remporté ce prix. Donc voilà, quelle saison hein, de Jude Bellingham, les gars. Un an hein, du côté du Real, il a fait une saison exceptionnelle. La chaise de David Alaba est désormais exposée au musée du Real Madrid. Hein, cette chaise, les gars, qu'il avait levée, c'était l'année dernière, même il y a 2 ans. Hein, souvenez-vous, après toutes les remontadas, je crois qu'en plus, c'était la première fois, c'était contre le PSG. Hein, souvenez-vous, le PSG menait 2-0 cumulé. Puis après, il y a la boulet de Donnarumma. Puis le Real s'est imposé 3-2 cumulé, avec le triplé de Karim. Hein. Donc voilà, cette chaise, les gars, est dans le musée maintenant hein, du côté du Real Madrid. Rudiger souhaiterait que l'Allemagne s'inspire du Real Madrid. Il a dit l'Allemagne et le Real Madrid, ce sont 2 paires de chaussures différentes. Le système allemand est très bien adapté à notre jeu, mais ce que nous pouvons récupérer du Real Madrid, c'est l'instinct de tueur. Hein. Je n'avais pas vu un 0-0 de notre part depuis un bon moment, mais ce qui manquait, c'était les buts. Hein, et c'est ce que nous pouvons apprendre de Madrid. Donc là, il parle par rapport au match contre l'Ukraine, parce que là, il y a 2 jours, hein, il y a eu un Allemagne, Ukraine, il y a eu 0-0. Et voilà, il aimerait s'inspirer du Real, être plus tueur en gros, parce que l'Allemagne a eu des occasions, mais n'a pas réussi à marquer contre l'Ukraine. Donc il aimerait s'inspirer de son club tout simplement, son club espagnol. Florian Wirtz s'exprime sur son futur. Il a dit: que se passera-t-il la saison prochaine? Tout le monde connaît mon contrat, ce n'est pas le moment d'en parler. Je m'amuse beaucoup à Leverkusen et je me sens bien. Je me concentre à 100% sur l'Euro. Donc déjà une chose qui est sûre quasiment, c'est qu'il restera au moins une année de plus du côté de Leverkusen. Et après là, en 2025, là, il va falloir se poser la question sur Florian Wirtz, qui est pisté par beaucoup d'équipes, dont le Real Madrid, les gars, qui vise Florian Wirtz pour être le remplaçant parfait de Toni Kroos. Emiliano Martinez à propos des supporters lillois lors de LOSC Aston Villa qui a eu, c'était en quart de finale de l'Europa Conference League. Ils m'ont insulté tout le match, jamais on m'avait autant insulté dans toute ma vie, ils m'ont tout fait, je n'ai rien fait pendant les 120 minutes du match, les gens m'insultaient tellement à chaque dégagement que l'arbitre m'a donné un carton jaune dès la 30e minute. Après il y a eu la séance de tir au but et je les ai fait taire, où il a fait ça, il avait dansé un petit peu, en plus il avait pris un jaune lors de la séance des tirs au but, c'est pour ça qu'il a loupé après la demi-finale contre l'Olympiakos, futur vainqueur après de l'Europa Conference League. Voilà, en gros, il a vécu un très mauvais quart d'heure, un très mauvais match, parce qu'il a été insulté tout le long du match. Voilà, par rapport à ce qu'il avait fait, bien sûr, lors des célébrations. Il avait le droit de célébrer avec l'Argentine après son titre, normal. Mais ce qu'il avait fait, le chambrage total sur le manque de respect qu'il a envoyé sur pas mal de joueurs et sur l'équipe de France. Donc ça, c'est pas du tout passé du côté de la France. Officiel, les gars, on va parler d'Ozan Kabak, est forfait pour l'Euro 2024. Donc le défenseur turc est victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Donc ça, c'est une terrible blessure. Ligament croisé, vous savez, c'est 9 mois. On lui souhaite un très bon rétablissement, et bien sûr, pour jouer avec la Turquie, cet Euro, c'est tout simplement impossible. Bon rétablissement à lui. La LFP pourrait opter pour un abonnement de 25 € par mois sur une chaîne pour regarder tous les matchs de Ligue 1, parce qu'actuellement, il y a un gros problème. C'est que la LFP essaye de vendre les droits de la Ligue 1. Mais c'est vrai qu'avec la perte, par exemple, la saison dernière de Messi, Neymar et là de Mbappé, donc en gros, les diffuseurs ne se bousculent pas. Donc ils peuvent, il y en a comme BeIN Sport qui sont intéressés, mais ils ne sont pas prêts à mettre autant que ce que voudrait, bien sûr, la Ligue de football professionnel. Et du coup, la LFP, en gros, envisage de sortir une chaîne où ils mettraient 25 € par mois l'abonnement. Bon, je trouve ça quand même très cher. Bon, après, voilà, surtout pour suivre la Ligue 1. Après, bon, il y a toujours des moments. Après, ce serait tous les matchs de Ligue 1, même les gros clubs
clubs comme le PSG seraient sur cette chaîne et nous après sur Canal+. Mais voilà, bon après est-ce que les gens s'abonneront, mettront 25 € par mois pour suivre la Ligue 1, ça, j'en suis pas sûr. Et toujours tiens avec les abonnements, et cette fois-ci c'est à Monaco, un abonnement à 24 € par mois au stade pour la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, oui ça existe, c'est ce que vient de lancer l'AS Monaco pour la saison 2024-2025 pour la tribune Pessage. Le prix est même de seulement 19 € par mois pour les réabonnements, donc voilà, parce qu'à Monaco, le problème c'est que le stade est très rarement rempli, on sait qu'il y a souvent peu de personnes dans le stade de Monaco. Et là, vraiment, pour booster, on va dire, les supporters qui viennent du côté de Monaco, ils font vraiment un abonnement pas cher, de 24 €. En plus, tu peux suivre les matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas que Monaco jouera la Champions League. Donc, c'est que c'est très intéressant. Donc, après, le problème, c'est qu'à Monaco, c'est compliqué d'y aller déjà parce que tout est cher là-bas. Une place de parking, c'est au moins 20-30 € pratiquement 2 ou 3 heures, donc c'est très très cher. C'est pour ça que c'est très compliqué tout simplement d'aller du côté de ce stade Louis II. On va parler du Paris Saint-Germain est intéressé par Julian Alvarez, donc d'après Fabrizio Romano. Donc s'il dit ça, Fabrizio Romano, c'est qu'il a des infos, des trucs qui lui est venu dans les oreilles, puis il ressort. Donc le PSG a pris des informations sur l'Argentin qui souhaite avoir plus de temps de jeu. Le problème, c'est que c'est un attaquant. Bon, c'est pas ça le problème, mais c'est qu'il est en concurrence avec Erling Haaland. Et ça c'est un gros problème. Et du coup, lui a envie d'avoir du temps de jeu. Le PSG est intéressé. Il y a aussi l'Atlético, j'avais pu voir là ces derniers jours, qui était également intéressé. Mais le PSG, pourquoi pas? C'est qu'Alvarez, les gars, déjà un joueur qui a tout remporté déjà dans sa carrière, c'est fou. Et voilà, très bon joueur, voilà, qui peut jouer numéro 9, qui peut même jouer un peu plus bas, parce que je trouve que c'est même un numéro 10, ce joueur, les gars. Donc voilà, le PSG intéressé. Donc affaire à suivre. On va parler de Mbappé. Donc on aurait rapporté plus de 261 millions d'euros à l'État français entre 2017 et 2024 parce que vu qu'il est employé en France, le PSG, les gars, son employeur payait des taxes à l'État français. Et l'État, quand même, c'est frotter les mains avec plus de 260 millions d'euros grâce à Kylian Mbappé du côté du PSG. On va parler maintenant des coachs parce que là les coachs, les gars, depuis quand même 2-3 semaines, ça va dans tous les sens. Bon, maintenant vraiment toutes les grosses équipes, ça, ont quasiment tous trouvé leur nouveau coach. Tout d'abord à Naples, et ça c'est officiel, on s'en doutait que ça allait être lui, ça a été signé hier. Antonio Conte, le nouvel entraîneur de Naples. L'entraîneur italien a signé un contrat jusqu'en 2027. Ça y est, c'est signé. Donc, quatrième entraîneur comme de Naples sur l'espace d'un an. Il y a eu Spalletti qui avait quitté le club après avoir gagné le championnat saison dernière. Ensuite, il y a eu Rudy Garcia. Il y a eu Walter Mazzeri, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et Antonio Conte. Donc, voilà. Maintenant, Conte, les gars, c'est à lui de faire remonter Naples et d'oublier la saison là où ils ont fini 10e. Une saison complètement catastrophique. Donc, il n'a plus dirigé une équipe depuis le 26 mars 2023. Ça faisait un an, en gros, un an et demi. Enfin, un an et 3 mois, voilà, en gros, qu'il n'avait pas dirigé l'équipe. Donc voilà, Conte, on connaît Naples, ça peut être explosif, parce qu'on Naples, on sait que c'est un club plutôt chaud. Lui aussi, il a un tempérament un peu chaud, on verra si ça va matcher ou non, bien sûr. Conte du côté de cette équipe. Et du côté de Naples, les gars, Kvaratskhelia devrait du coup rester à Naples et pourrait même prolonger son contrat. La nomination d'Antonio Conte a changé la donne pour le Géorgien qui a été convaincu de poursuivre l'aventure. Voilà, parce que lui, il était pressenti du côté du PSG. Mais vu que là, le coach, c'est officiel, c'est Antonio Conte, pour Kvaratskhelia, ça lui donne envie de rester. Voilà, on verra, parce que le mercato est encore très très long et tout peut arriver. Toujours avec les coachs, cette fois-ci c'est officiel, lui aussi on s'en doutait, c'est signé, c'est sûr, officiel, Paulo Fonseca n'est plus l'entraîneur du LOSC. Donc voilà, il a sorti ce long message, je ne vais pas tout lire, mais par exemple, tiens, les premières lignes là. Dès le premier jour, je suis arrivé à Lille, je me suis senti chaleureusement accueilli par les joueurs, les gens du club, les fans et la ville. Tout le monde m'a fait sentir chez moi pendant ce temps, au stade Pierre-Mauroy. J'ai vécu certaines des atmosphères les plus excitantes de ma carrière. Voilà, en gros, il remercie un peu tout le monde par rapport à ces 2 ans passés du côté de Lille. Donc voilà, Fonseca, donc pour l'instant il est libre, mais il devrait devenir très prochainement. Il faut faire les choses dans l'ordre déjà. Voilà, dire que tu pars de ton club, donc là ce qu'il a fait, et après l'arrivée dans ton nouveau club qui devrait être l'AC Milan, avec le départ Pioli. Pioli c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de Milan. Donc voilà, peut-être aujourd'hui, peut-être demain les gars, sera officiel, ça sera le nouveau coach de l'équipe de Milan. Et du côté déjà de Paulo Fonseca, les gars, il termine son aventure au LOSC avec un ratio de 1,82 points pris par match, c'est quand même pas mal sur 3 points pris. Il en prend 1,82. C'est même très bien, ce qui fait du tacticien portugais le meilleur de cet exercice au XXIe siècle dans l'histoire du club lillois. Voilà, donc si on regarde tous les anciens coachs lillois, c'est lui tout simplement qui a le meilleur ratio. Et son remplaçant, ça y est, en plus j'en ai parlé, ces derniers jours qu'il a des chances, c'était lui. Voilà. Bruno Genesio est le nouvel entraîneur de Lille, c'est fait, c'est signé. De contrat jusqu'en 2026, un contrat de 2 ans pour Genesio, lui qui a entraîné Rennes, Lyon dans le passé. Maintenant c'est l'entraîneur du LOSC. Donc les 4 derniers entraîneurs du LOSC, donc Genesio, Fonseca, Gourvenec et Christophe Galtier. Donc voilà.
concernant du côté de Lille, ça a changé. Et Olivier Létang, donc le propriétaire, enfin le président plutôt de Lille, hein, Bruno Genesio, le seul entraîneur que nous avons rencontré, avec lequel nous avons échangé. Voilà, c'était celui qui voulait, puis du coup c'est celui qui voulait qui a été nommé. Hein, voilà, Genesio est officiellement cet entraîneur. Toujours avec les coachs, ça continue officiel. L'ancien joueur du Barça ou encore d'Arsenal, Giovanni Van Bronckhorst, hein, est le nouvel entraîneur du Beşiktaş. Hein, donc voilà, en Turquie aussi ça change. Hein, le Fenerbahçe, nouveau coach José Mourinho. Et ce coach, les gars, est le nouveau coach du Beşiktaş, hein, pour la saison prochaine. Du côté de Porto, on sait que Sergio Conceição, c'est officiel après plus de 7 ans et après avoir gagné plus de 17 trophées. Du côté de Porto, Conceição n'est plus l'entraîneur. Bah, c'est lui le... Pas encore fait, c'est fait, mais c'est pas encore officiel. Mais bon, voilà, on est à 2 doigts que c'est l'officialisation. Donc Vitor Bruno va devenir le prochain entraîneur du FC Porto. L'ancien assistant de Conceição a signé un contrat de 2 ans et sera annoncé officiellement ce vendredi. Voilà, demain les gars, ça sera officiel. Donc lui devrait devenir le nouveau coach de Porto. Et concernant Conceição, est tout proche de devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un contrat jusqu'en juin 2027 est prêt à être signé par les deux parties. Donc moi je comprends pas, voilà, qui quitte Porto où il allait jouer la Coupe d'Europe saison prochaine pour venir à Marseille quand même, qui joue aucune Coupe d'Europe, hein, saison prochaine. Après voilà, il a ses choix, il a voilà tout ça, mais pour l'instant c'est pas encore fait. Mais il devrait devenir un entraîneur de l'OM ou peut-être les gars, peut-être coup de théâtre, la Lazio les gars, parce que Conceição est suivi par la Lazio, hein, qui cherche un entraîneur pour succéder à Igor Tudor, parce qu'Igor Tudor c'est officiel, démissionne de son poste d'entraîneur de la Lazio. Il arrive en mars dernier, hein, donc là il y a 3 mois. Et en gros, je sais pas, il est en conflit avec tout le monde. Bon bref, il démissionne. C'est plus l'entraîneur de la Lazio. C'est pour ça que la Lazio vise aussi Conceição. Mais bon, même que ce soit Lazio ou Marseille, hein, je comprends pas pourquoi il reste pas à Porto. Bon après il a ses choix bien sûr, hein. Sergio Conceição, peut-être il avait fait le tour, hein, vu qu'il est resté plus de 7 ans à passer du côté du banc de Porto. Du côté de Bologne les gars, c'est officiel, Vincenzo Italiano, 46 ans, s'engage avec Bologne jusqu'en 2026. Hein. Le technicien succède à Thiago Motta, il disputera la Ligue des Champions avec l'équipe de Bologne. Hein. Parce que Thiago Motta, bon officiellement, encore actuellement, c'est pas encore officiel ce transfert à la Juve, mais voilà, ça aussi c'est imminent. Et lui c'est son remplaçant Italiano qui était l'ancien entraîneur de la Fiorentina, bah, il devient entraîneur de l'équipe de Bologne, hein, donc, qui joue en plus la saison prochaine la Champions League. Concernant l'entraîneur Pep Guardiola en fin de contrat dans un an, en 2025, hein, le président de Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, s'exprime sur l'avenir de Pep Guardiola. Cette décision sur son avenir est toujours une décision que nous prendrons ensemble, hein, et je n'ai aucun doute que nous trouverons, comme nous l'avons toujours fait, la bonne solution qui fonctionne pour Pep et pour nous. Voilà, donc on ne sait pas si c'est rester ou partir. Donc voilà, on verra. On verra bien pas qu'il est arrivé. Il y a au moins 7-8 ans quand même Pep Guardiola du côté de City, donc peut-être la dernière année, je pense que ça sera sa dernière année, je vois bien en 2025 Pep Guardiola quitter cette équipe de Manchester. Toujours avec les entraîneurs, on va parler aussi de Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir, hein, a demandé à Arsenal, hein, tiens, son ancien club où c'est une légende, hein, où il a joué dans le passé, de libérer William Saliba pour les Jeux Olympiques, hein, mais les Gunners ont dit non, ont refusé, c'est pas possible, hein. Il va déjà jouer l'Euro avec l'équipe de France, il ne pourra pas faire Euro plus JO. Arsenal bien sûr a dit non à Thierry Henry. Et on finit aujourd'hui les gars avec la LFP qui a communiqué aujourd'hui les dates officielles des mercatos pour la saison prochaine, donc en France, hein. Donc le mercato estival ouvre officiellement le 10 juin, donc là dans 4 jours, hein, jusqu'au 30 août 2024, et le mercato hivernal du 1er janvier au 3 février, donc là c'est les dates officielles du mercato. Concernant les autres championnats en Angleterre, en Espagne, tout ça, c'est quasiment les mêmes dates, hein. Voilà, dans 4 jours c'est ouvert, enfin c'est l'ouverture officielle du mercato. N'oubliez pas les gars, j'ai une chaîne BizBiz Mercato où je sors une vidéo, 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. C'est aujourd'hui là vu qu'on est jeudi, donc ça sortit aux alentours des 16h30 à peu près. Donc vous tapez BizBiz Mercato, vous avez toutes les infos Mercato sur les 2 ou 3 derniers jours. Donc voilà, ça dure au moins 20 minutes, mais au moins vous avez tout à savoir sur ce qui se passe sur le mercato, couvre officiellement on peut dire, hein, là dans 4 jours. Donc voilà les gars ce qu'à va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.